Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous êtes en forme? Oui. Allez. Il fait pas chaud, hein? Non, il fait pas chaud. Bah oui, c'est un cette truc de vieux, saison. mais je suis là, j'ai saison. pas ma doudoune, rien. Ah, voilà. Et puis alors, bon, la petite la réalisatrice, Marie, elle va pas me donner mon café ni mon ah, truc, voilà. donc Là. faut tout faire. Alors, vous avez lu des choses bien cette semaine? Et ben oui, j'ai lu un bouquin. Alors, j'ai adoré ce bouquin. C'est un polar, mais alors ça s'appelle L'affaire Balzac d'Hervé Joubert aux Manufactures du Livre. Alors on est en 1818. Il y a c'est un jeune homme, oui. Alors on ne sait pas. Hein, il est anonyme, celui qui raconte l'histoire. Il raconte. On ne sait pas qui il est. Alors, mais c'est un jouisseur. Il aime bien les femmes. Il aime bien boire et tout. Et au Palais Royal, il rencontre un autre jeune homme. Qui s'appelle Honoré Balzac. Pas de Balzac encore, hein, c'était avant qu'il écrive tous ses chefs-d'œuvre. Et il se rend compte, alors compagnon de beuverie, vous savez comment sont les garçons entre eux, ça boit et tout. Et donc Balzac lui demande s'il veut pas être son secrétaire. Ils vont être. Alors il dit bon ok, je vais être votre secrétaire. Et là il y a l'oncle de Balzac, un des oncles de Balzac, qui est accusé de meurtre à Albi. Et donc, Balzac est persuadé qu'il est innocent. Donc, il demande à son nouvel acolyte s'il ne veut pas descendre à Albi pour faire une enquête. Et là commence une enquête et tout. J'ai adoré. Il retraduit le style de Balzac. Il rentre. Puis alors, vous découvrez un autre Balzac, pas le Balzac officiel d'avant, c'est le Balzac d'après, jaune. Et je savais pas, en fait, le nom de famille de Balzac, c'était Balsa. C'était je savais pas du tout, personne connaissait. Non, je connaissais pas vous découvrez cette histoire. plein de choses. Alors tous les côtés sombres, pervers, de la luxure, comme on dit dans certains milieux d'Albi alors c'est un aller-retour entre Paris et Albi. C'est un polar. Alors, je vous dis pas s'il va arriver à sauver son. Parce je vais encore me faire insulter. Non, mais c'est marrant d'être dans très bien fait. Il a un énorme talent. Allez-y, vous dites parce que alors c'est le genre de bouquin un peu embêtant parce que il y a les vrais gens de polar qui vont se dire ouais mais c'est pas un vrai polar, c'est un roman qui parle de Balzac, et ceux de Balzac ils disent ouais mais c'est un polar plutôt. Ouais, pas du tout. Il a réussi une petite merveille où il imbrique les deux. Vous apprenez plein de choses sur l'époque, sur les courants, sur le Balzac d'avant, et il est gouailleur, il a un sens du style, c'est savoureux, c'est drôle. À notre époque c'est pas mal. Et puis vous apprenez beaucoup de choses, vous passez un excellent moment, et puis en plus ça permet de faire vivre un excellent éditeur qui passe pas forcément partout dans les radios. La Manufacture du Livre. Alors il s'appelle Hervé Joubert, ça s'appelle L'affaire Balzac, et j'ai adoré. Donc polar, un peu d'histoire, un peu de littérature. Ouais, ça peut s'offrir pour les gens qui aiment et le polar, et la littérature, et l'histoire. C'est vraiment un petit bijou. Et en plus, là, j'ai adoré. Voilà. Formidable. Voilà. Franz-Olivier Gisbert, alors je sais pas, il n'a pas forcément besoin de nous, mais je pense qu'il faut rendre hommage quand même à un écrivain, à un homme cultivé. Alors si vous n'avez pas lu sa trilogie formidable sur la Ve République, ça existe en coffret. En folio. Et là, le dernier, en folio, le dernier s'appelle Voyage dans la France d'avant. Ouais. Et moi, je l'ai dévoré parce qu'en fait, il se pose la question de savoir si c'était mieux avant. Alors pour lui, la réponse, c'est probablement oui. Alors évidemment, l'époque actuelle a évidemment des vertus, mais je pense que c'est un livre qui est encore plus personnel que les précédents, parce qu'il met beaucoup de lui. Il raconte dans ce livre ce qu'était sa vie trépidante, celle de sa jeunesse, et puis celle d'un homme plus âgé, on va dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le recul, et puis incontestablement c'est toutes les anecdotes, c'est cette vie incroyable, les gens qu'il a rencontrés. Il a rencontré aussi quand il était lycéen, où il s'est fait accepter de Giacometti, le sculpteur. C'est vrai, quand on regarde ses vies, on se dit aujourd'hui effectivement, à part Lena Situation et Santa, je suis méchante, mais voilà, c'est des rencontres, c'est intelligent, il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas cet individualisme, il n'y avait pas cette perte des valeurs. Enfin, pardon de dire ça, parce que oui, quand on lit son livre, on se dit que c'était forcément mieux avant, que les politiques avaient quand même un peu plus de... On peut appeler ça des références, si vous n'aimez pas valeurs. Et puis moi, je trouve que son livre, ça a au moins de remettre en perspective ce qui caractérise la culture française d'une certaine époque, parce que maintenant, c'est l'éparpillement, c'est-à-dire que les gens n'ont plus de... Moi, je parlais avec une prof d'histoire l'autre jour,
elle était désespérée parce qu'ils arrivent à un certain niveau de classe à ne plus même faire la différence entre Moyen-Âge, époque Troisième République. Ils savent plus, il n'y a plus de... Parce que il y a plus de suite logique, au moins jusqu'en 6e. Et je trouve que ce genre de livre, alors pour nous adultes aussi, ça remet en perspective tout ce qui faisait la richesse de notre culture, sans être... c'était vraiment forcément mieux avant, mais ça donne des racines. Et en plus, il écrit bien. Enfin, ça m'énerve parce qu'il m'a énervé pendant un moment. Non, mais c'est... franchement, c'est très bien. C'est brillant, c'est une écriture brillante. Et puis... il y a de l'humour, enfin, il y a du recul. Alors, c'est vrai que c'était loin d'être parfait. Il souligne un certain nombre de choses, mais c'était quand même un peu mieux avant. Et puis surtout, il n'a pas trop d'illusions sur la France actuelle. Donc, franchement, c'est un livre que je vous recommande, Voyage dans la France d'avant. C'est chez Gallimard, c'est un pavé, mais franchement, vous le lisez vraiment facilement. Oui, absolument. J'ai lu... Oui. Alors, j'ai pas été jusqu'à la fin parce que j'ai beaucoup de choses à lire. C'est vous qui avez la chance tous de pouvoir les lire jusqu'à la fin, mais nous, on a certains. J'ai lu la bio de Margaret Atwood, l'autobiographie, qui s'appelle Le Livre des Vies, Mémoire écarlate chez Pavillon Lafon. J'étais un peu sceptique parce que cette femme, elle a un côté par moment qui m'énerve. C'est pas son côté féministe, femme, mais il y a un côté, je sais pas. Et elle raconte sa vie. Elle raconte depuis son enfance jusqu'au Canada, dans le Québec, elle est dans les forêts et tout. Et vous suivez cette femme. Alors, elle a écrit La Servante écarlate, qui a vraiment été quelque chose d'énorme. Qui l'a révélé au grand public. Et qui a été vraiment, comme ils disent, un étendard pour la lutte féministe. Et qui a été pour les États-Unis quelque chose c'était un boom. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Ça se lit très très bien, et puis en plus ça donne envie de lire ce qu'elle a écrit, les autres à part La Servante écarlate, et elle remet en perspective le pourquoi de ses romans par rapport à sa vie, à ce qu'elle a vécu et tout. J'ai trouvé en plus elle a de l'humour, parce que j'étais pas persuadé. La couverture est assez marrante, elle a un petit air coquin, elle est habillée en rouge, et franchement Mémoire écarlate, effectivement, c'est chez Robert Laffont dans le Pavillon. Et alors c'est vrai qu'elle remet, il y a quand même un problème aux États-Unis, mais ça peut venir aussi chez nous, puis d'ailleurs ça a dû exister aussi, je me rappelle pas, mais certains de ces livres sont interdits dans certaines bibliothèques de certains États. Absolument. Ce qui est quand même ça pose question. Et je crois que faut faire très attention à ce genre de choses. Et c'est une femme importante. Je veux dire, si vous n'avez pas lu La Servante écarlate, faut lire La Servante écarlate, parce que ça a été un moment dans l'histoire culturelle occidentale par rapport aux femmes, à l'histoire des femmes et par rapport à l'histoire de la littérature, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la série, qui ont vu les séries sur les plateformes, mais lisez le livre, parce que c'est une très très grande écrivain, effectivement. C'est un des monstres sacrés avec Absolument. Et donc, ça s'appelle Le Livre des Vies, Mémoire écarlate, donc Margaret Atwood, c'est chez Robert Laffont. Je suis pas sûr qu'elle ait eu le prix Nobel en plus. Je crois qu'elle a pas eu. Il y a des gens comme ça, comme Oates. Elle a 86 ans, dites donc. Ouais, j'aimerais bien être comme ça, 86 vive, ans. Oui. Vous parliez de livres interdits dans certaines bibliothèques aux États-Unis, mais sachez qu'il y a des libraires aujourd'hui qui refusent de vendre certains livres. Et c'est le cas de celui de Nora Bussigny, cette journaliste d'investigation qui a publié Les Nouveaux Antisémites. Donc elle était infiltrée dans les milieux de l'ultra-gauche, ce qui lui vaut aujourd'hui des menaces de mort. Elle a porté plainte contre 2 députés de la France Insoumise, Paul Vanier en l'occurrence, qui a affiché son nom avec l'adresse du journal dans lequel elle écrit. Et donc je l'ai croisée dans un salon du livre et elle m'a raconté qu'effectivement certains libraires refusaient de vendre son livre. Je trouve ça absolument sidérant à notre époque, que vous ne soyez pas d'accord. Enfin, vous êtes commerçant avant tout. Et elle est courageuse. Les Nouveaux Antisémites, en plus, c'est un livre important, c'est un livre d'enquête. Il n'y a pas eu de plainte, à ma connaissance, contre elle. Ce qu'elle raconte est assez effrayant sur la manière dont tout ça se met en place, avec ces digues qui sont en train de céder. Donc, ce livre, il faut le lire, il faut l'acheter. Les Nouveaux Antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche chez Albin Michel. Et c'est pas isolé. Il y a beaucoup de libraires qui sont un peu censeurs. Moi, c'est pas. Il y a des tas de gens que je vends, je supporte pas, mais c'est pas à moi de faire le choix de ce que les gens ont envie de. Et je parlais avec un éditeur il y a pas longtemps qui va lancer une collection et ses représentants les présentaient à certains libraires. Et c'était une en particulier qui était avec Robert Ménard, vous savez, le maire de Béziers. Et certains libraires lui disaient non, moi je vais pas vendre un fasciste, un gars d'extrême droite. Et moi c'est comme si je sais pas, c'est Mélenchon, c'est comme si je disais Mélenchon, je vends pas parce que c'est l'extrême gauche, machin, je le vends pas parce que c'est le centre, j'ai pas envie.
moi, ça me terrorise parce j'ai l'impression on est dans un espèce de début de censure, je trouve ça très malsain, quoi. Oui, c'est malsain. Il y a le livre de Richard Malka aussi, passionnément antisémite, qui est paru chez Grasset. Richard Malka, c'est un avocat qui a défendu Raphaël Enthoven, qui avait accusé la France insoumise toujours d'être passionnément antisémite. Il a gagné son procès et c'est sa plaidoirie qui est brillante, qui est publiée chez Grasset. Là aussi, il a fait l'objet d'attaques absolument ignobles. Que vous soyez pas d'accord avec des gens, c'est une chose, mais de s'attaquer à des livres, de refuser de les vendre, je trouve ça assez effrayant. Et Richard Malka raconte qu'à ce procès, personne n'était sur le banc face à lui pour expliquer, pour se défendre. C'est-à-dire qu'il a fait sa plaidoirie sans réponse aucune de la France insoumise. Mais moi, en tant que libraire, que ça soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, je ne vois pas pourquoi moi, j'ai le droit de dire vous ne lirez pas ça. Il y aura pas. Ça me regarde pas ce que les gens pensent, ce genre de. Ils ont envie de lire ça, c'est leur droit, c'est la liberté. Voilà, il y a pas, on n'a pas à labelliser les choses comme ça. Absolument. On va se retrouver dans un instant avec vous, Gérard. On va parler d'autres mémoires, de célébrités. On va parler de bijoux, les femmes aux bijoux, le livre de David Lelay-Hélo. Dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, un coup de cœur pour ce livre Femmes aux bijoux, aux éditions de La Martinière de David Lelay-Hélo. Alors il est polyvalent, il a écrit des romans magnifiques, Poussière d'homme, qu'on vous recommande, qui existent en collection de poche. Et en fait, alors il m'a mis une dédicace assez marrante. Il m'a dit le futile n'est-il pas absolument indispensable? Ah, c'est la même que la mienne. C'est vrai. Mais non, je plaisante. on peut imaginer que les bijoux c'est futile, sauf qu'il y a une vraie histoire autour de chacun de chacune de ces stars qui donc de Diane Vreeland à Elisabeth Taylor en passant par Maria Callas qui les amassait pour mieux éloigner le spectre de la pauvreté. Elisabeth Taylor, elle parlait avec ses bijoux, donc il y a la princesse Soraya, et c'est vrai que ce sont ça fait partie de l'histoire, hein. Il raconte l'histoire d'Elisabeth II aussi, là il y a toute une histoire autour de ses bijoux, de la parure, de ce qu'elle a reçu en héritage. C'est passionnant, c'est accessible à tout le monde, c'est beau, c'est joyeux. Et en plus c'est un monsieur, enfin on le connaît, hein, on va pas faire le genre, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment de la documentation. Un travail d'enquête énorme. Il a pas mis 3 lignes comme ça, c'est un boulot incroyable, et c'est vrai qu'en fait c'est des pages d'histoire à travers les bijoux, et puis de psychologie des personnages. C'est relativement intéressant. Puis pour vous, messieurs, pour Noël ou pour les fêtes, ça vous reviendra moins cher d'acheter ce livre sur les bijoux qu'un bijou. Donc vous faites une bonne affaire, quoi. Ouais. Et donc, par exemple, vous avez la bague de fiançailles de Lady Di, il y a toute son histoire. Et puis il y a les émeraudes de la transgression, ça se lit parfois même comme un polar. C'est vraiment très bien fait. C'est aux éditions de La Martinière, Femmes aux bijoux, David Lelay-Hélo. Je vous le recommande. Alors, quoi d'autre, Gérard? Alors Versailles, en ce moment, il y en a, c'est incroyable le nombre de choses qu'il y avait. Alors, on vous avait parlé de Jacques Forjas qui avait écrit Les fantômes de Versailles, et puis Les princes de la nuit. C'est ça. Il y en a un qui est en livre de poche, l'autre qui est chez Albin Michel, qui sont des polars formidables. Et là, Lovenbruck, qui vraiment quelqu'un qui fait des polars historiques de très très grande qualité. Je trouve qu'il n'a pas assez de talent par rapport à la qualité. Il vient de nous sortir les fantômes. Il a du talent. Il n'a pas assez de renommée par rapport. Oui, attention à ce que vous dites. Oui. Et c'est chez Albin Michel, ça s'appelle Les fantômes de Versailles. Alors on est en 1789, c'est la Révolution, et dans Versailles, Versailles est envahi, et dans les couloirs de Versailles, il y a plein d'assassinats qui commence à s'accumuler, et il y a un jeune journaliste qui va être là pour essayer de savoir qui est cette silhouette qui se balade dans les couloirs, pourquoi tous ces meurtres et tout. C'est formidable. Il vous remet dans le... Alors je trouve ça formidable dans les polars aussi. Ces gens, ils sont hyper... J'adorerais écrire comme ça. Ouais. En fait, vous voyez... Vous êtes... puis vous le voyez. Vous visualisez. Ça, c'est bien quand l'écrivain arrive à vous faire... J'ai l'impression de me faire une série, et donc vous le suivez, vous êtes à Versailles, il y a de l'ombre, il y a le meurtre, il va rechercher. Les gars sont plutôt sympathiques, l'enquêteur, et c'est vraiment un petit bijou. Vous lisez tout de lui, parce que il y a la majorité, c'est en pocket, avec des personnages, avec cet enquêteur qui s'appelle Gabriel Joly. Allez-y, découvrez Lovenbruck, parce que c'est vraiment, je trouve, il est surdoué. Bon. Et il fait partie de la grande école des polars historiques français, qui est vraiment brillantissime. Donc celui que vous nous conseillez... Il s'appelle Les fantômes de Versailles de Lovenbruck, et voilà, et c'est chez Albin Michel. Très bien. Et quoi d'autre Alors on va rester toujours... Alors il n'a pas besoin de moi, mais j'ai adoré son style, j'ai adoré son roman, c'est Marc Duguin, on est toujours à l'époque de Louis XIV, enfin là c'est à l'époque de Louis XIV, c'est pas sous la Révolution, ça s'appelle Légitime violence chez Albin Michel, et j'adore la perversité. C'est l'histoire de la Brinvilliers, vous savez,
savez, la célèbre empoisonneuse. Mais là, c'est à travers son amant, Sainte-Croix, qui est vraiment l'ambitieux, puis le mari qui est, lui, il préfère les hommes, donc elle va voir ailleurs. Ils ont besoin d'argent parce qu'elle se prend, elle fait des soirées pas possibles. Et puis il y a le père qui est haut placé qui est un juge haut placé à Paris, qui mène l'enquête et qui dit ça peut pas continuer comme ça parce que ce type Sainte-Croix, il va faire en sorte que ma fille va être complètement dépravée alors qu'elle a pas besoin de ça. Et vous êtes c'est une plongée. Alors au niveau stylistique, c'est un bijou ce type. C'est-à-dire que les phrases, elles sont là, il y a pas un mot de trop. C'est vraiment absolument formidable. Et puis vous plongez dans cette époque complètement pervers et puis alors on se rend compte que la Brinvilliers, elle s'en prend plein la tête, mais en fait, elle est un peu... Voilà, il n'y a pas qu'elle. Je dirais, oui, on va se servir d'elle pour dire, voyez, c'est vraiment... Alors, j'ai trouvé je trouve qu'il est un peu passé à l'as, ce roman, et je trouve qu'il mérite mieux qu'encore un le succès n'est pas à la hauteur de son talent. De son talent, il y a tellement de livres. Et vous dites pas encore un bouquin sur la Brinvilliers et tout, parce que déjà, il y a un truc c'est énorme. une autre manière de le raconter. Il y a le talent de cet homme qui est vraiment, c'est un grand écrivain français. Le président est constipé. Alors c'est très drôle, c'est le fondateur du Gorafi qui a écrit ça, qui a un talent fou. Sébastien Liébus. Le président est constipé, c'est une sorte de pamphlet assez humoristique, parce que c'est une satire en fait des régimes dictatoriaux. Donc là, il y en a un qui ressemble un petit peu à Poutine, on va dire, mais il n'est pas nommé dans le livre. Donc c'est le président, il est aux toilettes, puis ça vient pas. Donc branle-bas de combat, c'est le cas de le dire. Tout le monde veut savoir pourquoi. Et donc c'est toutes les intrigues, les courtisans qui eux-mêmes vont devenir constipés pour plaire aux dictateurs. C'est extrêmement drôle. Il y a les espions qui s'en mêlent, qui veulent savoir d'où vient, pourquoi est-ce qu'il est constipé. C'est très drôle, c'est vraiment très très drôle, et je vous le conseille. C'est au Cherche Midi. Et je vous conseille aussi, alors cadeau idéal pour les fêtes, si vous avez encore des cadeaux à faire, c'est le best-of du Gorafi, toujours au Cherche Midi. Moi, j'ai ricané comme une dinde c'est le cas de le dire, sur mon canapé. Tout est drôle, et nous, on l'a reçu avec Gilles Gansman il y a quelques jours, et c'est vrai qu'on lui dit aujourd'hui, c'est pas le Gorafi, c'est devenu, ça passe dans le langage courant. C'est-à-dire que tout est tellement aberrant et là, c'est très très drôle, c'est très fin. Donc c'est aux éditions du Cherche Midi, là aussi, c'est le cadeau idéal, ça plaira à tout le monde. Puis on a une époque, on a l'impression que c'est du Gorafi, Gorafi. Il y a des choses qui tombent aussi, c'est du Gorafi. Même les journalistes, j'en entends certains dire c'est du Gorafi, c'est pas possible. Non, c'est pas du Gorafi. C'est la vérité. C'est vraiment le sommet. C'est une super aventure qui a commencé il y a 14 ans, donc vraiment. Donc le président est constipé. Sébastien Liébus, si vous voulez vous marrer, et puis en même temps, c'est un peu rinçant sur les régimes dictatoriaux. C'est très bien. Je savais que vous êtes gourmande, donc je vous ai trouvé de Léa Baron. Elle a écrit un bouquin que j'ai adoré, parce que même si vous n'êtes pas gourmand, il y a autre chose. Ça s'appelle Correa Cantina, c'est chez Hachette, et c'est l'histoire. Cette femme, elle va nous raconter à travers les recettes. C'est aussi un carnet de voyage, toute la Corée du Sud, et vous allez découvrir à travers il y a 30 recettes. Vous allez voyager. Alors elle va aussi il y a des portraits de personnages, de Coréens, des artisans, des cuisiniers, des recettes. Alors je suis pas doué pour les recettes, mais je sais que vous serez capable de les faire, parce que c'est cuisine coréenne, c'est très très particulier. Ouais, mais apparemment, je me suis renseigné auprès de mes spécialistes de cuisine, c'est faisable, mais c'est surtout le livre qui est pas, vous savez, il y a la recette avec les grammes, les machins, les trucs. Là, non, même si vous n'êtes pas à la cuisine, c'est un livre d'histoire, de civilisation, de culture. C'est-à-dire que vous allez pénétrer dans ce que la culture coréenne a de plus secret, et ça va vous aider un peu à découvrir ce pays qui est assez fascinant. Moi, je l'ai découvert à travers les séries. Je devrais pas le dire, mais les séries coréennes, ça me fascine. Mais donc, la cuisine, il y a de plus en plus de restaurants coréens à Paris, et au-delà du Korean barbecue que tout le monde connaît, il y a quand même beaucoup de... Vous connaissez pas les barbecues coréens? Il y a des choses beaucoup plus subtiles avec des bols. Donc redites-nous. Alors elle s'appelle Léa Baron. Ça s'appelle Correa Cantina, c'est chez Hachette, et franchement, c'est un joli cadeau, et qui est, comme je dirais, bipolaire, c'est-à-dire entre l'histoire et la gastronomie. Bon, il y a aussi, alors, puisqu'on est en Corée, moi je vous emmène au Brésil. Il y a un livre qui s'appelle Brasileiro de Celso de Freitas Andrade. C'est un très très beau livre, et qui vous emmène là au Brésil à travers les recettes brésiliennes. C'est joyeux, c'est ensoleillé, c'est coloré. Si vous aimez le Brésil, c'est indispensable. Ça fait partie des très très beaux livres de cette fin d'année. Voilà. Juste un petit, on a encore le temps. Oui. Juste un petit livre de poche, mais on en avait parlé en grand format. C'est d'Antonio G. Iturbe.
Ça s'appelle Les Princes du Ciel. Angélus, c'est un livre Oui. d'aventure absolument fantastique. En fait, c'est l'histoire de Saint-Exupéry et tous ses copains depuis le premier vol jusqu'à sa mort. En fait, ils sont tous morts dans leur avion d'accident, que ce soit Guillaumet ou Mermoz. Et là, vous voyez la naissance de l'aéropostale. Vous êtes avec eux. Moi qui ai le vertige, vous êtes en avion, vous traversez les Andes, vous allez voir tous les accidents. Leur façon, c'est des gens qui ont envie de croquer la vie, qui ont envie d'émotion, c'est génial. Ça avait eu un énorme succès chez nous en grand format, mais si vous avez des enfants, à partir de 14-15 ans, vous leur faites lire ça. C'est une grande, ça aère le cerveau. J'ai l'impression d'être un héros, d'être un pilote. Et quand je prends mon avion pour aller, vous sentez. Ouais, c'est génial. Ça s'appelle Les Princes du Ciel. Angélus, il s'appelle Antonio G. Iturbe. Alors, je vous en avais parlé quand il était sorti. Je vous avais dit que j'avais des frissons quand je l'avais reçu. Robert Evans, Mémoire. Ça marche très bien depuis d'ailleurs. Mais c'est formidable. Ouais. Je le lis moi par petits bouts parce que c'est des tranches de vie. Vous allez être entre tous les plus grands acteurs d'Hollywood, Francis Ford Coppola, ce quotidien de Robert Evans, c'était un des plus grands producteurs d'Hollywood. Et là aussi, vous parlez de visualiser, vous y êtes, vous voyez le Beverly Hills Hotel, vous voyez les tempêtes de neige, vous voyez tout ce qu'il décrit, et c'est vraiment l'âge d'or du cinéma américain. C'est un délice, c'est les mémoires de Robert Evans, et c'est paru chez Séguier. C'est mon chouchou, moi, de cette fin d'année. Allez, un petit dernier. Ah ben alors, parce que je suis toujours à la pointe de l'actualité et de la modernité, je vous ai choisi le Noël de Caroline, dans les grands albums Hachette. Ah oui. J'adore. En plus, il y a une différence parce qu'il y a Caroline et Martine. Oui. Et alors, autant Caroline, elle bouge, autant l'autre, c'est une feignasse. Enfin, je veux dire, elle est toujours, elle est tranquille, cool, dans sa chambre, il se passe pas grand-chose. Alors que Caroline, elle est avec Patapon, c'est ça. Patapon, c'est Martine. C'est Martine. Et regarde, voilà. Et ça se voit dans les dessins. Il y a les Boum et Youpi. Voilà. C'est Boum et Youpi. Et regardez, quand on regarde la différence entre les deux illustrations, il y en a une qui est très cocooning, et l'autre, c'est beaucoup plus, avec des traits, l'autre, l'un est un arrondi. Mais c'est vrai que Martine, elle est revenue parce qu'elle a été parodiée un peu sur les réseaux sociaux. Et qu'on a oublié Caroline. Moi, j'adorais Caroline. Mais ça marche très, très bien. Les gosses, ils adorent, enfin, les parents aussi. Oui, ça marche très, très bien. Et ben voilà, il faut acheter le Noël de Caroline dans les grands albums Hachette. Oui, ça se lit toute l'année. Et puis Martine, évidemment. Et puis Martine, Vive Noël, c'est chez Casterman. Absolument. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.